Erev Tov, bonsoir à tous, rebonsoir pour ceux qui étaient à la conférence précédente. On a commencé à parler du Gaon de Vilna et de la Chassidoute, mais ce soir on se retrouve avec le docteur Emmanuel Schibert pour le deuxième volet. Ceux qui veulent réécouter ce cours qui a eu lieu il y a une dizaine de jours et celui qui va être donné, n'hésitez pas d'aller sur le site Midreshet Manitou ou sur le YouTube de Midreshet Yehuda Manitou pour retrouver les deux conférences. Donc on entame ce soir la deuxième conférence sur le thème du Gaon de Vilna. Et Dr Schibert, tu nous avais dit la semaine dernière que les marloquettes du Gaon de Vilna entre la Chassidoute et les Mitnagdim, jusqu'à aujourd'hui, ça avait une influence jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est impatient de t'écouter. Bonne étude à tous. Voilà. Alors, effectivement, d'abord, je m'excuse du retard. Encore une fois, les imprévus de la nouvelle technologie. Donc, le thème de ce soir, c'est le deuxième volet de la conférence de ce mini-séminaire sur le Gaon de Vilna, dans lequel je vais traiter du conflit entre le Gaon de Vilna et la Chassidoute. Si on aura encore un peu de temps, mais là, ça commence à devenir un peu stress, je voulais également aborder les relations du Gaon de Vilna et du judaïsme lituanien avec la Skala, et faire une petite comparaison entre leur relation avec la Skala, en tout cas la Skala lituanienne et la Chassidoute. Je pense que la comparaison est extrêmement intéressante, mais on verra si on aura le temps. En tout cas, comme effectivement Johan a présenté, le conflit entre le Gaon de Vilna et la Chassidoute, qu'on pourra dire de façon générale, entre un certain judaïsme lituanien penché dans l'étude de la Torah et le monde chassidique est un conflit, et un des rares conflits qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Nous savons que malheureusement, il est vrai que dans le judaïsme, déjà dans la Bible, on le voit jusqu'à nos jours, il y a des fois des petites tensions au sein du peuple juif, plus ou moins. Des fois, il y a des grandes tensions et des petites tensions. Nous savons qu'à l'époque du Second Temple, il y avait une guerre totale entre les pharisiens et les sadducéens. Ensuite, même dans le sein du monde de la Torah, il y avait ce grand conflit entre la maison de Shammai et la maison de Hillel, qui a duré pendant pas mal de temps. Il y a plus que 2 siècles a commencé un conflit entre le mouvement chassidique, et pas uniquement le Gaon de Vilna, entre plusieurs autorités rabbiniques qui n'étaient pas chassidiques du tout, qui se sont opposées. Et ce soir, nous allons examiner les différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir une opposition qui a pris une opposition très dure, en jetant des anathèmes extrêmement durs en face d'eux. Alors, quelqu'un me dit que c'est une marloquette de Shem Shamaim. Nous allons après aborder la question de marloquette de Shamaim. Est-ce que ce conflit est un conflit qui était vraiment tout à fait dans un cadre de respect de la Torah, ou bien certaines personnes peut-être ont dépassé? Nous allons également aborder les normes de ce conflit, mais c'est un conflit qui est un des rares conflits qui est encore resté jusqu'à nos jours. Demain, c'est le dernier jour pour présenter les listes des différents partis politiques pour la 4e et nouvelle élection qui, à mon avis, ne va pas tellement durer, pour la Knesset dans un mois. Il y a un parti qui s'appelle Agudat Israël et Degel Torah. En fait, ce sont 2 partis, un parti lituanien Degel Torah, un parti chassidique Agudat Israël, qui de temps en temps s'unissent ensemble en faisant une rotation et qui sont bien séparés entre les représentants lituaniens et les représentants chassidiques. À chaque fois, il doit y avoir une rotation entre le représentant du chassidique et le représentant du lituanien, et de temps en temps, ça ne va pas, comme aux dernières élections municipales à Jérusalem, où le parti lituanien a décidé de jouer cavalier seul et de ne pas courir en ayant un candidat à eux, et de se séparer du candidat chassidique en disant que le monde lituanien à Jérusalem est bien plus important et plus puissant que le monde chassidique. Ça, c'est uniquement au niveau politique, mais même au niveau plus, on pourrait dire, religieux et spirituel. Nous savons qu'il y a une 50aine d'années, il y avait des conflits assez acerbes entre le Rabbi Lubavitch, par exemple, et le Rav Aaron Kotler, le Rosh Yeshiva de l'Ekoud, plus tard entre le Rabbi Lubavitch et le Rav Shach, et ces rabbinim qui représentaient le monde lituanien ont senti qu'ils voulaient, qu'ils ont senti qu'une partie de l'opposition, qui a commencé à l'époque du Gaon de Vilna, ou même avant, est toujours d'actualité. Et donc, c'est un conflit qui n'est pas facile. Maintenant, évidemment, beaucoup de choses se sont atténuées.
Mais quand même, dans le monde des yeshivot lituaniennes, on ne va pas accepter qu'un élève va s'asseoir et va commencer à étudier le Tanya. Et le contraire, ça, on en parlera aujourd'hui. Donc, quelles sont les raisons qui ont amené un conflit qui va devenir un conflit assez violent en Russie et en Lituanie? Afin de comprendre ça, vous avez tous ceux qui déjà, pour qui c'est la troisième conférence avec moi, sachent que en tant qu'historien, j'essaie également de montrer également le contexte. Chaque fait historique est toujours autour d'un contexte. On ne peut jamais éliminer le contexte. Et quand on parle de quelque chose qui se passe en Europe de l'Est, il y a le contexte communautaire au sein de la communauté juive. Il y a également un contexte géopolitique. La communauté juive n'est pas indépendante. Elle est liée à différents événements qui sont liés également à la politique locale et des fois à la politique beaucoup plus large. Si la Pologne rentre en conflit et est en train de se disloquer, alors évidemment, il y aura des influences au sein également des communautés juives, plus également des fois des faits historiques qui ne sont pas liés intrinsèquement au problème des chassidim et des lituaniens, mais par exemple le problème des faux messies. Nous avions déjà abordé dans la première conférence les problèmes de Sabbatai Tzvi, donc le sabbatéisme. Sabbatai Tzvi lui-même, donc un faux messie qui en 1666 s'est converti à l'islam, mais nous aurons à l'époque du Gaon de Vilna un autre faux messie, Jacob Frank, qui lui va se convertir au christianisme. Donc il y a des problèmes de faux messies, de faux messages dans le judaïsme. Et donc, pour commencer, on va commencer, je vais vous montrer une petite, voilà, une présentation que je vous fais. Le Gaon de Vilna, comme vous voyez, vous la voyez, le Gaon de Vilna, cher, Oui, ok. ça monte. Voilà, très bien. Alors, le Gaon de Vilna et sa génération, et nous allons donc maintenant aborder excusez-moi, voilà, chronologie générale. Alors, mettez en plus grand, s'il vous plaît. Pardon? Mettez en large écran, en mode lecture. Je vais essayer, alors une seconde. En bas à droite. En bas à droite. Voilà, dans les petites cases là, comme ça on voit bien. En bas à droite. Là où il y a votre souris, baissez la souris. Ouais. Encore. Et là, il y a un petit livre dans la ligne rouge. Un tout petit peu plus bas, voilà, vous voyez, non, à gauche, celui d'à gauche. Même celui d'à gauche, là, où il y a le livre. Mot de lecture? Oui, voilà. Parfait. Très bien. OK. Alors, chronologie générale, OK, très bien. Donc, premièrement, pour se situer un peu, on va parler un peu de date. 1734, révélation du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov commence à enseigner le chassidisme, mouvement qui très rapidement va avoir énormément d'adeptes. Un des grands spécialistes du monde chassidique, Yitzhak El-Fassi, pense que facilement il va y avoir entre 10 000 et 40 000 chassidim autour du Baal Shem Tov. C'est des chiffres énormes pour l'époque. Hein. Il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de Zoom. Le Baal Shem Tov est quelqu'un qui au début est absolument inconnu, qui va diffuser un nouveau message en Pologne, en Moldavie, et il ne va pas encore arriver en Russie, en Lituanie. Et donc, en 1734, commence la révélation du Baal Shem Tov, et par la révélation du Baal Shem Tov, et également, évidemment, le début du chassidisme. En 1759, conversion de Jacob Frank au christianisme. C'est un problème. Ce Jacob Frank, on n'aura pas le temps d'entendre en parler, c'est un faux messie. Ce n'est pas un faux messie du niveau de Sabbatai Tzvi, qui aura une influence beaucoup plus grande, qui s'est liée avec les kabbalistes. Jacob Frank est quelqu'un qui va vraiment heurter, on pourra dire, la halacha et les mœurs du judaïsme. Mais en tout cas, sa conversion au christianisme fait du mal à toute cette notion de messianisme. 1760, alors le Gaon de Vilna, rappelons-le, est né en 1720. À l'âge de 35 ans, donc en 1755, il est déjà quelqu'un, on avait parlé à la dernière conférence, quelqu'un qui est connu. Rabbi Nathan Apsis lui envoie des amulettes pour qu'il tranche dans son débat, dans son conflit avec Rabbi Yaakov Emdin. En 1755, déjà à l'âge de 35 ans, le Gaon de Vilna est déjà connu bien au-delà de Vilna, il est déjà reconnu à Prague et dans plusieurs grandes villes. On sait déjà qu'il y a à Vilna quelqu'un d'exceptionnel, un génie, un grand Talmid Chacham. Voilà, donc en 1760, décès du Baal Shem Tov.
OK? Et son successeur, le Maguid de Mezrich, lui, commence à décider, et c'est la mission qu'il se voit en tant que successeur du Baal Shem Tov, quelqu'un qui, de façon beaucoup plus proactive, va diffuser la chassidoute, pas uniquement au sein des milieux proches du Baal Shem Tov, mais surtout va essayer de commencer à avoir des élèves proches et après à les envoyer diffuser la chassidoute, même dans des endroits qui sont moins faciles, comme entre autres la Lituanie. Tentative d'Aliyah du Gaon. Nous avons parlé également, et ça c'est important, que le Gaon de Vilna, nous savons qu'il a voulu monter en Eretz Israël, il a même écrit une lettre. Il y a plusieurs avis auprès des différents historiens, chercheurs. Quand est-ce que le Gaon de Vilna a voulu monter? En tout cas, d'après Dov Elia, qui a écrit une grande biographie du Gaon de Vilna relativement récemment, d'après lui, la tentative d'Aliyah du Gaon était à peu près dans l'âge de 40 ans. Personnellement, je pense que c'est certainement dans ces années, effectivement, que je pense que le Gaon de Vilna a voulu monter, relativement jeune. En tout cas, ça veut dire que le Gaon de Vilna, pour lui, il n'avait pas encore vu de danger dans la chassidoute. Il n'est pas resté à Vilna pour combattre la chassidoute. Le Gaon de Vilna, lui, était prêt à monter en Eretz Israël. Il avait son orientation à lui. Problème important, entre 1762 et 1791, il va y avoir au sein de la communauté de Vilna une terrible dispute et des procès entre le rabbin de la communauté, Rabbi Shmuel ben Avigdor, et la communauté Israël Klezner, dont nous avons parlé la dernière fois, qui a écrit son livre sur Vilna, Bitkufat HaGaon, ramène énormément de din Torah, de procès, de disputes entre le rabbin de la communauté qui a été soutenu par son beau-père, qui était quelqu'un de très très riche et qui a un peu imposé son gendre dans la communauté, et la communauté qui elle-même ne l'a pas vu tellement en rabbin. Il faut comprendre, l'État Vilna est une ville avec beaucoup de grands Talmidei Chachamim. Il n'y a pas que le Gaon de Vilna, il y a énormément. Et ce Rabbi Shmuel ben Avigdor est un Talmid Chacham, mais il fait également un peu de business au début. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes avec lui. Les problèmes sont tellement grands qu'à son décès, la communauté va décider qu'il n'y aura plus de grands rabbins à Vilna. Il y aura des rabbins, il y aura peut-être un Avbedin, un président du tribunal rabbinique, mais il n'y aura plus de grands rabbins de la ville. 1771, des problèmes courts, épidémie de lèpre noire à Vilna qui va décimer pas mal de gens. Et 1772 commence une opposition grave, une opposition active en Lituanie contre la chassidoute. Donc il faut comprendre, le Gaon de Vilna n'est pas le premier grand rabbin lituanien qui va s'opposer à la chassidoute. Auparavant, de son vivant, il va y avoir le Noda Yehuda, Rabbi Eliezer Lando, le grand rabbin de Prague. Il va y avoir le Rav Heller qui a écrit un livre qui s'appelle Ksot HaChoshen, considéré comme étant un des plus grands érudits de sa génération. Le Rav Meshulam Agra, également un très très grand rabbin. Rabbi Yaakov Emdin, le fils de Chacham Tzvi. Donc il y a une opposition à la chassidoute extrêmement dure de la part de très très grandes autorités rabbiniques. Pourtant, de nos jours, vous demandez à quelqu'un qui connaît un peu l'histoire juive, tout le monde va parler de l'opposition du Gaon de Vilna à la chassidoute, alors qu'en vérité, ce n'est pas du tout le premier à s'être opposé. À Prague, le Noda Yehuda, Rabbi Ezekiel Lando, va également attaquer les chassidim et les empêcher de s'installer dans la communauté. Pourquoi donc la question qui va se poser, effectivement, pourquoi on pourrait dire dans le souvenir historique, on se souvient plus du Gaon de Vilna, on en parlera bientôt. En tout cas, en 1772 est signé un anathème sur les chassidim, un anathème qui dit qu'il faut pas, qu'ils doivent faire tchouva, qu'ils ne doivent pas intégrer la communauté en gardant leurs coutumes. Et la même année également, c'est le décès du Maguid de Mezrich. Donc, il va commencer, autrement dit, le Maguid de Mezrich va décéder, et une partie de ses élèves vont commencer à prendre, on pourrait dire, de leur propre décision pour essayer de diffuser la chassidoute. En tout cas, le Gaon de Vilna signe ce premier anathème. Est-ce que c'est le Gaon de Vilna qui a été le promoteur? Certainement que non. En tout cas, d'après la plupart des recherches. Mais en tout cas, le Gaon de Vilna a donné sa signature. Et donc, après le moment où le Gaon de Vilna est ici, donc le Gaon de Vilna, en tout cas, fait partie des opposants. Et cela va créer beaucoup de problèmes qu'on va examiner un peu plus tard. En tout cas, la même année, en 1772, c'est également, d'après Betzalel Lando, un autre historien qui a écrit un livre sur le Gaon de Vilna, la tentative d'Aliyah du Gaon. Donc, autrement dit, d'après tout le monde, le Gaon de Vilna, à cette époque,
n'est pas encore ancré dans cette marloquette. Il ne reste pas encore une fois à Vilna pour être à la tête de ce conflit contre la Chassidoute. Le Gaon de Vilna, en tout cas d'après certains, pensent également vouloir monter en Eretz Israël. Et il y a cette alia de Rabbi Israël du Cyclone dont on a parlé précédemment. 1777, et ça on va revenir, là on pourrait dire c'est la première fois qu'il va y avoir un conflit ouvert entre le Gaon de Vilna personnellement et des disciples du Maggid de Mezritch. En 1777, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk et Rabbi Shlomo Zalman de Ladi, qu'on va revenir dans quelques minutes sur eux, deux parmi les élèves les plus importants du Maggid de Mezritch, vont à Vilna rencontrer le Gaon de Vilna. Certains membres de la communauté, certains dirigeants, poussent le Gaon de Vilna à les rencontrer en disant ils sont déjà là, ce sont des Talmidei Chachamim honorables. Le Gaon de Vilna, Pachout, va prendre sa valise et va quitter Vilna, d'après certains pendant 3 semaines, d'après certains pendant 2-3 mois. En tout cas, une chose qui est sûre, quand il cherche le Gaon de Vilna quitte Vilna, il ne veut pas les voir. Le refus de voir Rabbi Menachem et surtout le refus du Gaon de Vilna de voir Rabbi Shlomo Zalman de Ladi va créer un traumatisme au sein des disciples de Rabbi Shlomo Zalman de Ladi, un grave traumatisme, et je vais vous montrer comment ce traumatisme existe encore jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, un des mouvements chassidiques qui, on pourrait dire, a le plus souffert et souffre encore aujourd'hui de ce conflit avec le monde lituanien, c'est les Lubavitch. On en expliquera pourquoi. Et le monde Lubavitch va essayer de créer toute une série d'actions pour essayer justement de comparer, d'essayer de montrer que ce refus du Gaon de Vilna de rencontrer Rabbi Shlomo Zalman de Ladi n'était pas fondé. Mais en tout cas, c'est un affront énorme. Et plus qu'un affront, il y a un problème, on pourrait dire même d'ordre religieux, spirituel. Le représentant de la Torah de l'époque refuse de rencontrer les disciples du Maggid de Mezritch. C'est un grand problème. On va revenir là-dessus. 1778, d'après le chercheur Ariel Morgenstern, tentative d'Aliyah du Gaon, mais là je reconnais que c'est une date qui est très très tardive et qui n'a pas l'air du tout d'être bonne. En tout cas, celui qui, lui, va quitter l'Europe de l'Est et va faire son Aliyah, c'est Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, un des plus grands élèves du Maggid de Mezritch. Il va arriver en Eretz Israël et c'est lui qui va fonder donc l'installation chassidique. Il va s'installer à Tibériade et c'est un point qui est très important. Pourquoi il a quitté et quel était un des buts de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk? Et donc, en fin de compte, cette aliyah de Rabbi Menachem de Vitebsk va également transporter le conflit de Lituanie en Eretz Israël, puisque quelques années après vont venir également les disciples du Gaon de Vilna, et donc ce qui se passe en Lituanie est collé et copié en Eretz Israël, et on va voir qu'est-ce qui se passe après en Eretz Israël. 1781, il y a un nouvel anathème beaucoup plus sévère contre les Chassidim, et là, c'est un anathème extrêmement dur, dans lequel interdiction de commercer, de se marier, et interdiction d'introduire les chassidim au sein de la communauté. C'est un problème grave. Là, on est déjà dans un problème extrêmement grave. On a terminé encore un tout petit peu la chronologie. En 1785-1786, il y a entre le conflit avec le rabbin de Vilna et la communauté arrive à des procès, et le Gaon de Vilna, qui de façon très démocratique, est contre le rabbin et pense qu'effectivement la communauté, la Kehila, a raison, et cela va s'attirer les fous du rabbin. Mais c'est important de voir qu'au milieu de la communauté, le Gaon de Vilna, comme on l'avait montré, est quelqu'un qui a également une attitude proche des intérêts de la communauté. 1788, le Gaon de Vilna est attrapé, il est mis en prison parce qu'il a essayé de faire libérer ou de kidnapper l'un des gens de la communauté qui s'est baptisé. Il est mis en prison. Ensuite, le Gaon de Vilna, différentes personnes, il semble que ce sont des chassidim, on en reparlera après, trahissent le Gaon de Vilna, prétendent qu'il a volé de l'argent, et le Gaon de Vilna est encore une fois mis en prison. Le Gaon de Vilna a été 2 à 3 fois en prison, une fois à cause de cette histoire du fils qui s'est converti, qui a essayé de sauver, et une autre fois, il a été dénoncé comme étant quelqu'un qui a fait des choses malhonnêtes. Dire ça sur le Gaon de Vilna, c'est difficile, mais en tout cas, le Gaon de Vilna est en prison. Et il semble, d'après les recherches
qui date d'il y a pas mal de temps, que ce sont des chassidim, pas des maîtres de chassidim, mais quelques chassidiques un peu mal intentionnés, qui sont ceux qui ont trahi, en tout cas qui ont livré le Gaon de Vilna, et qui le Gaon a été emprisonné et même a été en danger. 1790, décès du Rabbi Shmuel, donc Ben Avigdor à Vilna, donc les conflits au sein de la communauté ça pose. Par contre, en 1796, il va y avoir un fake news grave. Alors aujourd'hui, nous avons toute cette notion de fake news qui a été énormément développée suite à tout ce qui s'est passé aux États-Unis, un peu autour et contre Donald Trump. En tout cas, il va y avoir un fake news made in Vilna en 1796. Qu'est-ce qui se passe? Des chassidim décident de lutter contre le Gaon de Vilna de façon très originale. Il va y avoir un chassid qui se fait prétendre comme étant un des fils du Gaon de Vilna, qui va de communauté en communauté avec des faux écrits, signés soi-disant par le Gaon, en disant « Mon père, le Gaon de Vilna, pleure du matin au soir, il regrette tout ce qu'il a dit contre le chassidisme, il a fait tchouva, il regrette, il m'a envoyé vraiment pour implorer son pardon, etc. » Après quelque temps, cette rumeur fait bruit, ça arrive à la Vilna et le Gaon de Vilna va écrire une lettre. On a la lettre, j'ai vu la photocopier, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé dans des livres que j'ai. En tout cas, le Gaon de Vilna a écrit une lettre de sa propre main en disant que toute cette rumeur est fausse, je maintiens mon opposition à la chassidoute et c'est exactement ce que je fais. Et il envoie son bras droit, Rabbi Sadia ben Rabbi Nathan, un des élèves les plus proches du Gaon de Vilna, qui a pris la montée en Eretz Israël en 1808. Il envoie de ville en ville contrer cette rumeur. 1797, le Gaon de Vilna va décéder. Alors, nous allons faire une petite pause pour expliquer. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose. L'opposition du Gaon de Vilna va causer un problème très important au niveau de la chassidoute. Encore une fois, le Gaon de Vilna représente la Torah. C'est-à-dire, quand il représente la Torah, le Gaon de Vilna est reconnu comme étant quelqu'un qui connaît toute la Torah. Donc, en fin de compte, la chassidoute ne peut pas, dans l'esprit lituanien, ne peut pas dévoiler des nouveaux aspects de la Torah que le Gaon de Vilna ne connaît pas. Donc, le Gaon de Vilna, en tant que quelqu'un qui connaît tous les domaines de la Torah, si lui, il dit que la chassidoute est illégitime, il y a un problème grave pour la chassidoute. C'est-à-dire que maintenant, la chassidoute perd son légibilité par rapport, a priori, à la population juive, la communauté juive, si quelqu'un comme le Vilna s'y oppose. C'est un traumatisme. D'après Emmanuel Etkes, qui a écrit un livre qui s'appelle Yachid Bedoro, cette opposition à la chassidoute du Gaon de Vilna est l'opposition la plus grave parce que le Gaon de Vilna n'est pas, avec tout le respect pour le grand rabbin de Prague et les autres grands rabbins qu'on a cités auparavant, ce sont des très grandes autorités rabbiniques. Le monde chassidique a également des très grands maîtres qui sont également des talmudistes et des gens qui sont imbus dans la halakha et des grands dayanim. Il y a également des très grandes autorités rabbiniques qui ont rejoint le monde chassidique. Donc on pourrait dire que c'est une guerre entre des grands de la Torah des générations. Le Gaon de Vilna n'est pas un grand de la Torah parmi les autres. Il est reconnu comme étant quelqu'un de très spécial, quelqu'un de différent, comme étant quelqu'un qui montre, qui représente la Torah dans son côté le plus vrai, le plus originel. Son opposition fait du mal à la chassidoute. Et, comme je vous l'avais dit, jusqu'à aujourd'hui encore, le monde chassidique essaye de voir comment il peut s'arranger avec ça. Alors, pour revenir un peu à la chassidoute, encore une fois, on peut donner un cours sur la chassidoute, mais je vais revenir un peu pour expliquer c'est quoi les fondements de la chassidoute. Les fondements de la chassidoute, donc, il y a beaucoup de fondements, mais les fondements principaux que, a priori, sont des raisons pour lesquelles peut-être le monde lituanien se raconte. D'abord, chacun peut se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire, la chassidoute, avant tout, un mouvement religieux démocratique. Démocratique et pas démocratique, c'est ce qu'on va voir. D'un côté, chacun peut se rapprocher de Dieu, Dieu est proche de chacun, chacun peut avoir de la foi, on n'est pas obligé d'être le plus grand Talmid Chacham, d'être le plus grand érudit, on n'est pas obligé d'étudier toute la Torah pour se rapprocher de Dieu, chacun peut se rapprocher de Dieu. Dieu demande la ferveur et le cœur, et pas seulement la connaissance, c'est une expression talmudique, Rahamana liba bae, Dieu demande le cœur de la personne, et donc il n'y a pas que la connaissance, il y a également la ferveur, et la chassidoute a également essayé de donner beaucoup de ferveur. Ensuite,
la chassidoute impose également un intermédiaire, c'est-à-dire l'homme simple, parce que justement c'est un homme simple et parce que justement il n'est pas encore arrivé au plus grand degré d'être un grand juste parmi le peuple d'Israël, donc il a cette notion de tzaddik qui, lui, va servir d'intermédiaire entre l'homme simple et Dieu. Donc ce tzaddik a pour mission d'élever ses proches qui sont surnommés les chassidim. Donc le chassid est un homme qui est pieux, qui n'est pas arrivé encore au vrai degré de la piété. Le tzaddik va l'aider à pouvoir arriver, grâce au tzaddik, donc grâce au maître, le chassid, qui même s'il n'est pas au niveau, a priori seul, de pouvoir s'élever au plus haut niveau, le maître va arriver à l'élever. Donc, pour cela, le tzaddik se doit d'être lui-même à un niveau extrêmement élevé, puisqu'il doit donner un enseignement personnalisé, et le tzaddik est celui qui doit être capable d'élever chacun. Donc, normalement, donc, la barre du tzaddik est très élevée. Si aujourd'hui, on peut trouver un grand rabbin, un grand maître que tout le monde apprécie, être tzaddik, c'est bien au-delà que d'être rabbin et d'enseigner la Torah. Le tzaddik est celui qui doit donner des conseils particuliers et qui a pour mission, d'après le Baal Shem Tov, de permettre à ses fidèles, qui sont donc des chassidim, de s'élever. Donc, il faut comprendre le mot chassid, l'utilisation du mot chassid est une utilisation qui est en elle-même pas uniquement étymologique, mais c'est une utilisation qui est problématique. Le mot, parce que jusqu'au début du chassidisme du Baal Shem Tov, le mot chassid, c'est un des titres les plus élevés qu'on peut avoir dans le judaïsme. On parle, Rabbi, le Gaon de Vilna lui-même, au début, est appelé, on l'avait vu la dernière fois, Rabbi Eliyahu Chassid. Donc le chassid est dans le monde de Ashkenaz, c'est un kabbaliste qui est d'un niveau extrêmement élevé, proche de Dieu par ses propres mérites à lui. Même dans le monde de la Kabbalah Sfarad, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Misato, dans son célèbre livre Mitzvot Yesharim, donc, parle des degrés d'approche de Dieu. Le chassid est déjà à un degré extrêmement élevé. Ezeu chassid, amit chassid mikono, d'après la définition de Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, le chassid donc est celui qui est chassid directement par rapport à Dieu, que Dieu voit en lui une source d'un homme qui s'approche de la valeur du chesed. C'est la plus grande bonté qu'un homme peut faire, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est l'amour le plus grand que quelqu'un peut avoir, c'est l'amour de Dieu. On parle de niveau extrêmement élevé. La chassidoute permet à chacun d'être chassid. Comment un homme, le pauvre juif simple, qui difficilement sait lire les psaumes, peut être au niveau du chassid? Grâce au tzaddik. Donc il y a également ici, pas uniquement un jeu de mots, mais des nouvelles définitions. Alors comment justifier une nouvelle définition du chassid? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Baal Shem Tov qui ne s'est pas passé pendant 2000 ans depuis la destruction du temple? La notion du chassid est une notion que nous connaissons. Rabbi Yehuda, le Barabi là, un des plus grands Tanaïm, est appelé chassid dans la Gemara. Il avait un degré extrêmement. Comment soudain chacun peut devenir chassid? Bien, justement, le Baal Shem Tov va enseigner que les choses changent. Nous nous rapprochons des temps messianiques. Et donc, il y a des nouvelles données qui arrivent dans le monde. La chassidoute a pour but d'accélérer le processus de la rédemption du peuple d'Israël. Et donc, chacun qui vit cette époque peut arriver à être proche. Un des fondements de la chassidoute, c'est la lettre fameuse que le Baal Shem Tov a écrit à son beau-frère. Et il écrit la chose suivante. Il dit qu'une nuit, il a eu une élévation de l'âme. Il est arrivé au Beth Midrash, il est arrivé à ce qu'on appelle Echal HaMashiach, là où le Messie se trouve dans les sphères suprêmes. Le Baal Shem Tov raconte qu'il allait voir le Messie en lui disant, une phrase talmudique, Matay Atemar, quand est-ce que vous allez vous dévoiler, sauver le peuple d'Israël? Et la réponse du Messie a été, Shiafutsu Mayenot Rachutza, quand tout ton enseignement sera diffusé partout. Donc le Baal Shem Tov arrive en disant, j'ai une mission d'accélérer la venue de Mashiach, d'accélérer la rédemption du peuple d'Israël, et donc pour cela, il faut diffuser l'enseignement de la Torah, même l'enseignement de la Kabbale. Donc
le mode habituel de l'étude qui fait que quelqu'un peut étudier des sujets kabbalistiques qu'après qu'il soit lui-même imbu de Talmud et de Shulchan Aruch, etc. Beaucoup de données changent, nous sommes dans une situation, on pourrait dire, nouvelle. Et donc maintenant, il faut diffuser. Alors, cette notion de diffuser la Kabbale, de diffuser des enseignements les plus ésotériques n'est pas nouvelle. Elle figure même dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit également, c'est marqué donc à la fin de la Hydra, que grâce au dévoilement de l'enseignement de la Kabbale par le Zohar, cela va arriver à faire sortir le peuple d'Israël de la galoute. Une des notions que la Chassidut va montrer, il y a un verset qui dit dans les Télim, Alita la marom shavita shevi, ce qui veut dire tu es monté, on va revenir un peu pour voir tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous voir. Voilà. Alita la marom shavita shevi, c'est un verset qui dit que la Torah a été prise quasiment en otage au ciel et Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour prendre la Torah qui était en captif. Le mot shevi veut dire donc captif. Dans l'esprit chassidique, le mot shevi est l'initiale de 3 maîtres qui ont pour mission justement d'enseigner l'enseignement de la Kabbale, on pourrait dire à tout le monde. Ce sont ceux qui ont reçu l'autorisation du ciel de pouvoir enseigner les secrets de la Torah afin de pouvoir accélérer la rédemption. Shevi, la première initiale, c'est Shimon Bar Yochai. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va enseigner le Zohar, sera le premier qui a donc reçu le hoquet du ciel pour pouvoir libérer les enseignements des secrets de la Torah afin de pouvoir sortir le peuple d'Israël de la galoute. Le deuxième, également les initiales Shit Betoud, Yitzhak ben Shlomo. Yitzhak ben Shlomo, c'est le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui va dévoiler après l'enseignement d'Eliyahu Hanavi, des notions de Kabbalah, de Kabbale nouvelles, et donc les partsoufim, les figures, différentes notions de Kabbale. C'est toute cette époque du judaïsme Sfat qui se voit comme étant donc le monde qui est capable de renouveler l'ordonnance rabbinique et qui veut également donner des nouvelles normes d'enseignement, une nouvelle façon de regarder la Torah avec beaucoup plus d'approche de l'étude de la Kabbale. Et le troisième, c'est Israël ben Sarah, le Baal Shem Tov. Dans l'esprit, dans le monde chassidique, l'enseignement de la Kabbale se passe par Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari et Rabbi Israël Baal Shem Tov, avec Rabbi Israël Baal Shem Tov qui lui rencontre le Mashiach, qui lui dit c'est vrai, les choses avancent, maintenant c'est toi qui es responsable de pouvoir enseigner et de pouvoir permettre au peuple d'Israël de pouvoir recevoir le Mashiach. Si une notion de Chassidut, cette notion ne sera pas acceptée par le monde de la Torah, par le monde de la Torah lituanien. Donc, on avait vu opposition très forte, et la position est tellement forte qu'il va y avoir une scission entre les chassidim et les lituaniens. Le monde lituanien, et ce n'est pas uniquement à Vilna, mais à Brody, à Minsk, dans la plupart des grandes villes lituaniennes, les rabbins signent un anathème qui interdit tout contact avec quelqu'un qui devient chassid. Donc ça devient une guerre très très grave. Alors quelles sont les raisons qui ont poussé le monde lituanien à s'opposer de façon aussi ostensible à la chassidoute? Nous allons revenir à ma présentation et je vais vous montrer différentes raisons qui ont été invoquées par des chercheurs. Alors, le dernier fondement de la chassidoute, la prière sincère est fondamentale pour être proche de Dieu, même plus que l'étude de la Torah. Alors maintenant, excusez-moi, voilà. Les 2 maîtres qui sont venus voir le Gaon de Vilna, donc qui ont senti, il faut comprendre, aller voir le Gaon de Vilna, aller au fief de l'opposition à la chassidoute à Vilna pour le rencontrer, il faut avoir des épaules larges pour le faire, ou bien être un peu kamikaze. Rabbi Yochanan ben Levitov, né en 1730, donc un peu plus jeune que le Gaon de Vilna, a rencontré le Baal Shem Tov. Il a été élève du Maggid Medrish, mais il connaissait le Baal Shem Tov. Il devient en 1772 le chef de file de la chassidoute en Russie et en Lituanie. C'est lui qui après va devenir le responsable d'enseigner la chassidoute dans les fiefs les plus difficiles. En 1777, il va rencontrer le Gaon de Vilna. En 1778, il monte en Eretz Israël. D'après plusieurs recherches actuelles, il semble qu'il y ait une corrélation entre les 2 événements. Que Rabbi Menachem Mendel Levitov a compris que le monde lituanien ne va pas accepter la chassidoute et il décide
d'établir une nouvelle institution de Chassidout en Eretz Israël. Il ne sera pas suivi par les maîtres de la Chassidout. Les grands maîtres de la Chassidout qui vont monter en Eretz Israël, ce sera que vers cette époque-là. Ils montent avec quelqu'un qui s'appelle Rabbi Aaron de Karlin, Kalisker, excusez-moi, Rabbi Abraham Kalisker. Mais sinon, il n'y aura aucun grand maître de la Chassidout qui va vraiment quitter la Pologne et la Russie pour monter en Israël. Aujourd'hui, l'installation des communautés chassidiques date d'après de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, d'après la Seconde Guerre mondiale. Le chassidisme, il y a plusieurs chassidim qui montent en Israël. Les maîtres de la Chassidout restent en Pologne. Pourquoi? À peu près pour les mêmes raisons que le Rabbi Lubavitch dans notre génération a dit qu'il ne veut pas quitter New York. Il dit ça fait partie exactement de la Chassidout. Quitter la Pologne, quitter la Russie pour aller en Israël, c'est abandonner le bateau. Nous avons la mission, la Chassidout, ça a pour but d'amener le bateau, d'amener la diaspora en Israël. On ne va pas quitter le bateau. Alors là, l'idée de Rabbi Menachem Mendel Vitebsk est un peu bizarre. Donc, il semble qu'il a voulu créer un nouveau pont, une nouvelle antenne du chassidisme. Et peut-être en pensant qu'ici sera en Israël, dans la Terre Sainte, il pourra résoudre une partie des problèmes qu'il y a eu lieu. En tout cas, en 1788, il décède à Tibériade. Rabbi Shneur Zalman de Ladi, le deuxième, beaucoup plus jeune, il est né en 1745, le Gaon de Vilna est né en 1720, donc là, en 1777, quand il va venir voir le Gaon de Vilna, il a à peine 32 ans, élève du Maguid de Mizrich, il va devenir ensuite, après le décès du Maguid, l'élève, le disciple de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, d'après la Chassidout Chabad, mais les preuves sont il semble, certains, dans le monde Chabad, on pense qu'il a voulu monter avec Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, mais il est revenu. C'est une histoire qui nous rappelle également l'histoire de Gaon de Vilna. Il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est pas du tout l'histoire qu'il a voulu monter. En tout cas, une chose qui est sûre, quand Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk monte en Israël, Rabbi Shneur Zalman de Ladi devient le maître de la Chassidout qui a pour mission de devenir celui qui va introduire la Chassidout en Russie et en Lituanie. 1798, emprisonné par négociation. Encore une fois, il est emprisonné par dénonciation. Et c'est le fameux Yutet de Kislev, le 19 Kislev, le Rosh Hashanah de la Chassidout que le montre Lubavitch a fait de ces dates quelque chose d'extrêmement important. Alors, les raisons de position du Gaon de la Chassidout, alors il y a plusieurs raisons. Et il est impossible, dans le cas d'une conférence d'une heure, de pouvoir tout expliquer. Mais mon but, c'est quand même de donner uniquement les highlights, les points principaux. Alors, un point que je n'ai pas voulu marquer, qui figure, en tout cas dans les livres de Gershom Scholem. Gershom Scholem dit que le Gaon de Vilna, que le monde lituanien voit dans le Chassidout un mouvement sabbataïste, un mouvement messianique. Je dois dire que c'est un avis qui est Hillel Bessasson et plusieurs chercheurs moi je suis un petit chercheur, mais beaucoup ont fait des recherches dans tous les écrits, dans tous les textes de l'anathème, le thème du faux messie ne revient pas. Une des raisons pour lesquelles je pense effectivement qu'Gershom Scholem en tout cas, toute la plupart des historiens ne sont pas d'accord avec lui, il n'y a pas un problème de faux messianisme dans la Chassidout. Par contre, est-ce que la Chassidout peut amener un faux messianisme? Peut-être. Mais personne ne voit, en tout cas, ni le Gaon de Vilna, ni les autres auteurs rabbiniques, voient dans les maîtres de la Chassidout des faux messies, pour une bonne raison, c'est qu'une fois, comme a dit le Baal Shem Tov, la Chassidout voit comme mission d'amener le Messie. Le Baal Shem Tov ne s'est jamais pris pour un Messie. Au contraire, il raconte qu'il a rencontré le Messie. Donc, cette notion de faux Messie, de Satai Tzvi, de Jacob Frank, de personnes qui sont immondes et qui se disent qu'eux, ils seront le Messie, il n'y a pas un danger que demain va venir un grand maître de la Chassidout, il va dire c'est moi qui suis le Mashiach. Je ne parle pas de ce qui se passe ces derniers temps. Je parle de cette époque. Il n'y a pas eu de danger de voir un faux Messie au niveau de la Chassidout. Par contre, il y a d'autres dangers. D'après Israël Klezner, qu'on avait dit encore une fois, un des spécialistes du judaïsme de Vilna, d'après le célèbre historien Dubnov, qui a écrit un livre qui s'appelle Torah Chassidout, il semble que la Chassidout s'est révoltée contre la communauté et leur institution. Il y a un problème communautaire. Un problème, je vais lire uniquement donc un passage qu'a écrit selon Dubnov. En 1764, le pouvoir polonais annule le comité des 4 pays. Le comité des 4 pays, 20 d'Arba Aratzot, pendant 200 ans,
a été le comité, on pourrait dire l'EIPAC polonais, le représentant des différents pays qui ont composé la Pologne de l'époque et qui étaient les représentants des communautés juives par rapport aux instances, entre autres également pour ramasser les impôts, etc. Le gouvernement polonais annule le comité des 4 pays et donc le pouvoir central du judaïsme a été détruit. Maintenant, le pouvoir des rabbins est toujours assez fort. La Chassidoute a pour mission d'essayer donc de démocratiser le judaïsme. Il voit dans le corps rabbinique existant des gens qui sont trop autoritaires, des gens qui veulent prendre le contrôle, qui prennent le contrôle de la communauté. N'oublions pas qu'il y a également les problèmes à Vilna avec le rabbin de la communauté. Donc la Chassidoute essaie de démocratiser le judaïsme et donc à ce moment-là, il va y avoir un conflit communautaire. La réaction des maîtres comme le Gaon de Vilna, c'est qu'ils voient dans cette doute un danger pour la communauté. Nous avons vu dans la première conférence que le Gaon de Vilna est quelqu'un qui respecte ce qu'on appelle les takanot akehila. Même dans l'opposition entre la communauté et le rabbin de la ville, le Gaon de Vilna, contrairement à ce qu'on pourrait croire, prend position pour la communauté. Parce que la communauté est le fondement du judaïsme. Sans la communauté, il n'y a pas de kashrut, il n'y a pas de beddin, ce qu'on appelle aujourd'hui la rabbanout harashit ou le beddin de Paris. Pour le Gaon de Vilna, la communauté, avec toutes les institutions, est fondamentale. C'est elle qui va gérer la Torah, etc. Même si ce n'est pas les gens les plus éminents, il faut respecter les élections. Il y a des élections toutes les années pour nommer les membres, les dirigeants de la communauté. Il voit dans la Chassidoute un mouvement qui annule complètement la notion de communauté. Il faut bien comprendre. À partir du moment où la Chassidoute dit qu'il y a un maître, qu'il y a le tzaddik, s'il y a le tzaddik, à ce moment-là, c'est le tzaddik qui fait tout. Après, les gens qui sont proches du tzaddik deviennent ceux qui sont les plus influents, les gabaïm, etc. Et toute la notion de communauté, évidemment, dans un monde chassidique, il n'y a pas d'élection. C'est le rabbi qui décide tout. Donc, les communautés de Pologne qui vont devenir des communautés chassidiques, même si le grand maître, comme le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, est le rabbin de la ville de Berditchev, mais c'est un rabbin chassidique. Autrement dit, il va y avoir un beddin, mais les institutions communautaires, les élections démocratiques, ce qu'on appelle dans la notion talmudique Shevat Uve'ahir, les parnassim, les gens qui représentent la communauté, n'ont plus le mot à dire, puisque le tzaddik, c'est lui qui fait tout. Donc la notion de la Chassidoute est une notion qui met de côté la communauté traditionnelle, et cela, pour le Gaon de Vilna, d'après Klausner et d'après Dubnov, est un danger qui risque après de pouvoir anéantir les communautés. Yaakov Yeshkan en 1900, a écrit un livre sur le Gaon de Vilna, un livre qui n'est pas connu, très peu connu, à Gaon de Vilna. Yeshkan était quelqu'un qui était un peu proche des milieux de la Scala, mais son livre est un livre remarquable. C'est quelqu'un qui a fait une analyse très profonde du Gaon de Vilna. Il y a également un autre chercheur qui s'appelle Hillel Ben Sasson, qui a écrit un très très long article sur le Gaon de Vilna. Pour eux, le conflit est purement idéologique. Je vais lire ce qu'ils écrivent parce que c'est un point qui est important. Si pour Dubnov, le conflit est un conflit communautaire, pour Yeshkan, pour Ben Sasson, et quand je parle de Yeshkan Ben Sasson, mais ce sont des dizaines, dans chacun de ces domaines, a été écrit énormément de livres et d'articles, et dans je ramène que des domaines qui sont considérés comme étant acceptés par la plupart des chercheurs. En tout cas, donc, l'avis des chercheurs de Sasson, il y a un conflit qui est purement théologique. La Chassidoute, en permettant à chacun d'étudier les textes basés sur la Kabbale, cause en fait un éloignement de l'étude de la Torah de façon plus traditionnelle. Elle stipule que l'attention, l'enthousiasme religieux est essentiel. De plus, les livres de Rabbi Shlomo Zalman essaient de donner une dimension philosophique à la Kabbale. Pour le Gaon de Vilna, un livre comme le Tanya est une catastrophe. On ne peut pas condenser la Kabbale. Si vous voulez étudier la Kabbale, le Gaon de Vilna dit il faut retourner au Sifra du Tsnaouta, au Sefer Yetzira, au Pirkei Echalot. Pour pouvoir comprendre la Kabbalah, il faut revenir au livre de base. Et soudain, vient Rabbi Shlomo Zalman de Ladi, écrit un concentré de toute la Kabbalah dans un livre qui s'appelle le Tanya. Pour le Gaon de Vilna, on ne peut pas enseigner la Kabbalah dans un cours universitaire en 10 rencontres. Donc, pour lui, ça devient une hérésie totale.
Et à part ça, les changements des coutumes ne sont qu'une des conséquences de cette approche nouvelle. La chassidoute prend sur elle, par exemple, d'essayer de rapprocher les coutumes et les enseignements du Hari dans un milieu qui respecte le Rabbi Yitzhak Luria comme étant un grand kabbaliste, mais qui n'accepte pas que l'enseignement du Hari change les coutumes en Lituanie. Or, les chassidim vont imposer un nouveau texte dans le Sidour, qu'on appelle Moussach Hari. Quand vous prenez un Sidour Lubavitch, c'est marqué Alpi Moussach Hari. Or, il y avait un Moussach, il y avait un texte, il y avait une coutume ashkenaz qui date encore des grands maîtres de la Kabbalah ashkenaz à l'époque du Moyen-Âge. Donc la chassidoute, elle arrive, elle change également des coutumes, même dans le Sidour de la Tfila. Et à part ça, les méthodes utilisées par les chassidim pour attirer les jeunes, les histoires miraculeuses, la chassidoute, l'histoire de ce qu'on appelle Sipurei Tzadikim, les histoires sur les Juifs, les miracles, etc. Dans le milieu lituanien, le Gaon de Vilna était quelqu'un qui était capable de faire beaucoup de miracles. D'après Rabbi Chaim de Volodjin, à l'âge de 13 ans, il a voulu faire un golem, mais après, il a décidé de ne pas changer. Donc, l'histoire, les miracles, etc., ça ne marche pas dans le monde lituanien. Pourtant, on sait très bien que les grands maîtres, les grands tzadikim, comme Stepeler, comme d'autres, peuvent donner des brachot, et les brachot se respectent. Mais ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de mettre en avant les miracles. Dans la chassidoute, on met énormément en avant les miracles, etc. Problème qui est grave. Le troisième point, c'est Etkes. Etkes, c'est quelqu'un qui est important, il est encore vivant, il est assez âgé. Le professeur Emmanuel Etkes a écrit un livre sur le Gaon de Vilna qui s'appelle, donc on l'avait dit, Yachid Bedoro, unique de sa génération. Le livre a été publié par l'Université de Californie en tant que dans le nom The Man of His Image. Et Etkes est considéré comme étant un des spécialistes du Gaon de Vilna. Bon, en tout cas, l'avis de Etkes est que le conflit est lié au Gaon lui-même. Pour Etkes, ce qu'on avait dit auparavant, le fait que ce soit le Gaon de Vilna lui-même qui se pose la chassidoute, c'est ça qui va faire que le conflit va perdurer. La décision du Gaon que les chassidim sont des hérétiques qu'il faut poursuivre est le catalyseur du conflit organisé contre la chassidoute. Les dirigeants communautaires se sont basés sur les directives du Gaon dans ce conflit. Tant que le Gaon était en vie, il fut impossible d'arriver à une réconciliation entre les antagonistes. Donc, autrement dit, pour Etkes, c'est pas un hasard qu'il fut nécessaire qu'une personnalité comme le Gaon de Vilna décide l'ouverture du conflit contre la chassidoute et d'y enrôler l'organisation communautaire. Ça veut dire, si les chassidim avaient remis en question l'autorité de la halakha, tout rabbin aurait pu proclamer leur hérésie. Mais ils n'ont jamais renié la logique. Le chassidoute est un mouvement religieux. La chassidoute n'a jamais voulu dire que Dieu préserve, qu'ils vont aller contre la Torah et contre la halakha, même si des fois il y a des changements. Donc, ce n'est que quelqu'un de la dimension du Gaon de Vilna qui peut arriver à comprendre le danger de la chassidoute. C'est ce que dit en fin de compte Etkes dans sa façon de voir les choses. Donc, pour lui, le Gaon n'a pas agi uniquement comme le représentant de la tradition, mais comme celui du piétisme kabbalistique traditionnel. C'est-à-dire, alors regardez un peu à quel point le conflit de la chassidoute fait du mal aux chassidites. Il faut comprendre cette opposition. Jusqu'à encore aujourd'hui, le monde chassidique a du mal à s'en remettre, principalement le monde Lubavitch. Pourquoi le monde Lubavitch? Parce que pour le monde Lubavitch, Rabbi Shlomo Zalman de Ladi, le fondateur de la chassidoute Chabad, le premier de ce cycle de 7 Admourim, qui va se terminer avec Rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui ne sera pas remplacé, donc jusqu'à aujourd'hui encore, c'est le Rabbi. Je ne vois pas de considération s'il est vivant ou pas vivant, mais je dis uniquement au niveau du concept. Regardez ce niveau-là. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Pour la première conférence, j'ai voulu vous photocopier, amener une photo donc, du livre Aliyot Eliyahu, qui est la biographie du Gaon de Vilna. Je me suis rendu compte, regardez ce qui est marqué en gauche. J'ai pris ce livre-là donc du site de Hebrew Book, et d'où vient ce livre Aliyot Eliyahu? De la bibliothèque Yosef Yitzhak Lubavitch des États-Unis. C'est-à-dire, dans la bibliothèque, au nom de Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, au 770, dans le bastion de la Lubavitch, il y a le livre Aliyot Eliyahu, la biographie de Gaon de Vilna. Je peux vous garantir qu'à Ponevitch, il n'y a pas les livres sur la biographie de Rabbi Shlomo Zalman de Ladi. Ça, il n'y a pas. Dans aucune yeshiva lituanienne, il y a les livres sur les maîtres de la chassidoute. Par contre, dans la chassidoute, il y a les livres Aliyot Eliyahu. Pour eux, c'est très important pour la chassidoute Lubavitch d'essayer de se défendre
et de montrer qu'en fin de compte, le Gaon de Vilna n'a pas compris, etc. On va expliquer dans 2 minutes, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais uniquement le dernier point, Chassidut numéro 4. Dov Elia est un historien proche du monde chassidique, très, très proche du monde lituanien, très très proche de Raphaël Kanevski. Il y a une quinzaine d'années, il a sorti une trilogie, une biographie du Gaon de Vilna en 3 volumes, 1400 pages. Le 2e volume est consacré presque en entier sur l'histoire de l'opposition du Gaon de Vilna à la Chassidut. Il raconte qu'il allait voir le Raphaël Kanevski. Il lui a dit « Je suis conscient que si je publie tout ce que je pense sur l'opposition du Gaon de Vilna à la Chassidut, ça va raviver quelques polémiques orchestrales. Je le fais ou je ne le fais pas ?» Et le Rav Chaim Kanevski, que je connais, qui est quelqu'un qui a un Talmud Chacham exceptionnel et qui est vraiment un des grands maîtres de la génération, il lui a dit, après ce que dit Dov Elia, il lui a dit, c'est la vérité, il faut enseigner. Alors dans le monde lituanien, quelqu'un une fois a demandé au Chazon Ish, Rabbi Avraham Michel Karalis lui a dit, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont osé faire du mal à Rabbi Shneor Zalman de Ladi jusqu'au point qu'il est arrivé en prison? La réponse du Chazon Ish a été, il n'y a pas que Rabbi Shneor Zalman de Ladi qui a été mis en prison. Autrement dit, n'oublions pas qu'il y a également quelques chassidim qui, eux également, on se sont arrangés pour que le Gaon de Vilna soit également en prison. Donc, Elia ramène 21 raisons que j'ai résumées en 5 points. Qui résume un peu, je pense, tout ce qu'on a dit. Premièrement, séparation de la communauté traditionnelle. Alors, le monde chassidique, la communauté chassidique n'est pas une communauté traditionnelle, basée sur le rabbin, le créateur de la communauté, les représentants de la communauté, le Bédine. Toute cette façon de créer la communauté chassidique est dirigée par le rabbi qui fait tout, qui nomme les gens. Il n'y a pas donc, d'un côté, il y a une démocratisation de la piété, puisque chacun peut devenir chassid. D'un autre côté, il y a le contraire, il y a une autarcie du maître qui impose tout. Donc, c'est une façon. Deuxièmement, création d'une doctrine basée sur les enseignements kabbalistiques, contestée par les maîtres lituaniens, c'est-à-dire qu'il y a un problème également au niveau de la compréhension du texte de la Kabbalah. Le Gaon de Vilna n'accepte pas. Alors, qu'est-ce que la réaction des chassidim à l'opposition du Gaon de Vilna sera que le Gaon de Vilna manque de respect envers le Hari, pour qui se prend le Gaon de Vilna, etc. Rabbi Chaim Levolojin, de son introduction sur le commentaire du Gaon de Vilna sur le Sifra du Tznaouta, pendant des dizaines de pages, va expliquer à quel point le Gaon de Vilna respecte et voit dans le Hari quelqu'un de premier plan. En tout cas, dégradation de l'importance de l'étude approfondie de la Torah au profit de la prière, c'est bien de prier pendant longtemps. Effectivement, le Talmud dit que les chassidim arishonim, que les chassidim de l'époque du Talmud avaient l'habitude de se préparer 1 heure avant la prière, mais c'était des gens qui après étudiaient de plus haut niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au niveau de ces chassidim? Le monde italien pense que non. Mépris des lois et de la rigueur qu'impose la halakha. Il y a des fois on arrange un peu, des fois il y a des changements qui sont faits au profit par exemple pour la ferveur, il vaut mieux étudier auparavant, il vaut mieux prier plus tard s'il faut une préparation à la prière, et même si des fois les temps de la prière ne sont pas toujours respectés, etc. Manque de respect envers les maîtres de la Torah au profit du juste faiseur de miracles. Ce sont les points principaux qui ont été faits. Alors, est-ce que cette opposition est totale? Eh bien, il s'avère, aujourd'hui, on a retrouvé des différentes lettres qui ont été écrites par des maîtres de la Chassidut qui ont compris que certains chassidim ont un peu exagéré. On va lire une lettre. Johan, si vous pouvez uniquement me dire combien on a pris un peu de retard, combien de temps il me reste, vous m'envoyez un petit mot. Ok, en attendant 2-3 minutes, j'ai compris. Je vais vous envoyer une lettre qui a été écrite par Rabbi Shneor Zalman de Ladi dans les grottes à Kodesh. Il parle d'une assemblée d'urgence, le Maguid Medrish. Donc, il y a une assemblée d'urgence. La lettre date de 1770, mais l'assemblée a eu lieu, il semble, ou un peu avant. En tout cas, regardez ce qui se passe. Il raconte la chose suivante. Il dit, je suis allé avec lui. Il a pris quelqu'un qui s'appelait Rabbi Avraham, qui est allé à Vilna et qui a fait pas mal de dégâts par rapport à la Chassidut. Raconte Rabbi Shneor Zalman de Ladi. Je suis allé avec lui chez notre maître de mémoire bénite. Et de mes propres yeux, j'ai vu comment il lui a parlé durement, c'est le Maguid, sur l'attitude de nos proches en Russie,
que toute la journée se moque et raille et méprise les érudits avec une légèreté inadmissible. Il y a un problème en Lituanie. Et là, c'est un point qui est important d'en parler. Là, quand le chassidoute se dévoile, le Baal Shem Tov, et quand la chassidoute se dévoile, principalement en Pologne, en Moldavie, il n'y a pas une opposition dure anti-chassidoute. Il y a une opposition locale, mais doucement, comme on l'a vu, en Pologne, les choses se passent pas trop mal. Par contre, il va y avoir, et ce qui s'avère des écrits de Rabbi Shimon ben Lidi, il va y avoir des élèves qui ne sont pas les meilleurs, qui n'ont pas été nommés par le Baal Shem Tov, le Maggid Mezritch, qui vont arriver en Russie et qui, eux, vont faire quasiment même du Chilul Hashem. Il ramène, par exemple, que ces élèves, qui se prennent déjà pour des chassidim, ne comprennent pas qu'il faut respecter les Talmidei Chachamim. Il y a un manque de respect. Il dit après la dispute du Shklov, il n'y a pas de réponse à dire. Les sages du Shklov ont écrit cela au Gaon, à Vilna, jusqu'à ce que je suis convaincu que les chassidim sont des mécréants des applicancimes. Le Rabbi Shazalman de la dit, malheureusement, les mecs lituaniens ne nous connaissent pas. Nous, ça veut dire les élèves du Maggid Mezritch, moi. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils connaissent différentes personnes qui ont adhéré au mouvement chassidique, mais qui font énormément de dommages, qui méprisent les Talmidei Chachamim, qui ont créé des communautés déjà en 1770. Un petit groupe de chassidim qui n'étaient pas des grands Talmidei Chachamim ont créé une petite synagogue à Vilna et ont commencé à s'opposer à la communauté. Donc, Rabbi Shimon dit, il y a un problème. Il dit même qu'il y a un minhag chez certains chassidim de se renverser, de faire une galipette au plein milieu de la rue. On arrive dans la rue, puis soudain, il se renversait. Minhag qui existe encore chez certaines chassidouyot. On m'a raconté des choses là-dessus. D'après le Gaon de Vilna, c'est une forme d'idolâtrie. Donc il dit juste, à cela, les justes, les mecs de la chassidoute ont souffert terriblement de se réfugier. C'est-à-dire, Rabbi Shlomo Zalman de la dit lui-même écrit dans ses lettres que la situation n'est pas noir et blanc, c'est pas du tout clair. Il y a beaucoup de mal par certains chassidim qui ne sont pas du plus haut niveau a été fait en Russie, en Lituanie, qui fait que si déjà en 1772, on trouve des personnes qui méprisent et qui créent des communautés et qui agissent au-delà des normes habituelles de ce que le judaïsme lituanien a imposé, quand 5 ans plus tard, Rabbi Shlomo Zalman de la Li va venir, il n'est pas très connu encore, il est jeune, on l'a vu, il a 32 ans, il n'est pas encore connu tel qu'il est connu aujourd'hui, et Rabbi le Gaon de Vilna refuse de recevoir ces deux jeunes qui viennent lui faire de la morale, etc. Mais il y a déjà eu des antécédents auparavant. Donc, on n'aura pas le temps, évidemment, de parler de le Gaon et la Skala. On a fait ça une fois. Je vais uniquement terminer. Donc, comme on l'avait vu, et c'est un point qui est très important, l'opposition à la chassidoute, d'un côté, c'est une opposition communautaire, il y a également une opposition idéologique. Je ne pense pas qu'une opposition sabbataïste où la chassidoute a été vue comme étant un mouvement hérétique au sens faux messie, mais c'est un mouvement qui a pris de l'indépendance. C'est un mouvement, c'est-à-dire le Baal Shem Tov est quelqu'un qui fixe des nouvelles normes. Dans le monde lituanien, qui est un monde très traditionnaliste, très proche de la notion de communauté, de la définition de la communauté telle qu'elle est perçue encore depuis le Moyen-Âge dans les communautés juives d'Allemagne et d'Espagne, la chassidoute est un bouleversement qui n'est pas accepté. Même, alors maintenant, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde loubavitch, va se créer une aura autour du Baal Hatanya, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne parle pas maintenant qui suis-je pour juger, mais uniquement pour dire que dans les livres de la chassidoute Chabad, on parle du Gaon de Vilna dans les mêmes termes que les Lituaniens parlent on parle du Baal Hatanya, de Rabbi Shlomo Zalman de la dit dans les termes que c'est un enfant prodige, qu'à l'âge de 10 ans, il connaissait toute la Torah, que c'est un géant dans tout le monde. Tout ce que les élèves du Gaon de Vilna ont dit sur lui, les Lubavitch vont le dire également sur Rabbi Shlomo Zalman de la dit. Ils vont essayer de montrer qu'en fait, Rabbi Shlomo Zalman de la dit est une personnalité, un Talmid Chacham hors norme, quasiment du niveau du Gaon de Vilna, en tout cas, ils ne vont pas le dire, mais proche du niveau du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna n'a pas compris c'est qui le Baal Hatanya, mais il faut bien comprendre qu'on est basé, on a des maîtres, etc. Dans le monde lituanien, ce message ne marche pas, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a eues. Le problème qui va se faire au fil des générations, c'est qu'une partie du monde lituanien lui-même, et je vous dis entre autres, des fois pas influencé par certains milieux chassidiques, va créer lui-même des communautés séparées.
chose qui n'existait pas en Lituanie. Donc, on n'a pas le temps de parler aujourd'hui de la Scala, mais un des points qui est passionnant, et peut-être qu'on en parlera une autre fois, c'est de comparer les relations entre les judaïsmes lituaniens et les mouvements de la Scala qui sont développés en Lituanie, entre nous, des relations très correctes par rapport à la chassidoute qui est dans lesquelles les relations sont extrêmement tendues. Ça veut dire le mouvement, si la Scala en Lituanie a respecté la communauté, n'a jamais quitté la communauté, il n'y a pas eu une réforme comme cela s'est fait en Allemagne, donc les relations sont des relations correctes et des fois même des relations chaleureuses. On n'a pas le temps de montrer certains exemples. Voilà. Donc uniquement si vous avez 2 minutes, quelques questions, et je m'excuse d'avoir empiété de quelques minutes, je n'ai pas voulu compléter. Merci beaucoup. Les Sfaradim en France. Le monde Sfarad est un monde extrêmement intéressant et ce serait passionnant une fois d'expliquer en comment le monde Sfarad a vu et voit même aujourd'hui encore les conflits qui se passent dans le monde Ashkenaz. Des fois, malheureusement, ces conflits ont des fois des mauvaises influences sur le monde Sfarad. Alors que je pense qu'il y a énormément à apprendre du monde Sfarad. Malheureusement, des fois, le monde Sfarad apprend des choses qu'il ne fallait pas toujours apprendre. S'il y a des questions, posez les questions. Johan, on a encore 2 minutes ou on a... Oui, pas de souci, on peut encore prendre 10 minutes. C'est le moment, chers amis, d'ouvrir vos micros, vos remarques, vos questions. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je voudrais... Et comment... Ah, pardon. Bonsoir Emmanuel et merci pour cet exposé très intéressant. Et je voulais te demander, est-ce que ce conflit, cette marloquette entre le Gaon de Vilna et la Chassidoute a eu des retentissements en dehors de cette localité géographique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est sorti de ce périmètre Très bonne question. Réponse, oui. Premièrement, le conflit a été exporté en Eretz Israël, puisque quand les Chassidim du Gaon de Vilna, quand les disciples du Gaon de Vilna vont arriver à Safed, vont arriver en 1808 en Galilée, ils n'arriveront pas à bien s'entendre avec les Chassidim. Il va y avoir déjà des conflits locaux, et ces conflits après vont également recommencer à Jérusalem quand certaines communautés chassidiques vont se développer et vont entrer en conflit avec les Prouchim, avec la communauté du disciple du Gaon de Vilna. Et là également, les extrêmes vont se rejoindre, puisque les chassidim de Jérusalem sont des chassidim assez extrémistes. Et encore une fois, un des problèmes de la communauté chassidique en Eretz Israël, jusque notre époque à nous, c'est que les grands maîtres ne viennent pas en Eretz Israël. Un des avantages qu'a eu la communauté lituanienne en Eretz Israël, mais c'est également un peu, on pourrait dire, l'idéologie du Gaon de Vilna, c'est que sont montés parmi les plus grands élèves du Gaon de Vilna. Rabbi Chaim de Volodjine est resté, mais Rabbi Nachem Mandel de Shklov, Rabbi Israël de Shklov, Rabbi Chaim de Kass, Rabbi Saadia ben Rabbi Nathan, son bras droit dans les autres la Chassidoute, sont montés en Eretz Israël. Donc, les maîtres montent. Donc, il va y avoir, comme on a vu également dans le monde lituanien, des très grandes autorités rabbiniques lituaniennes vont rejoindre Eretz Israël, comme le Rabbi Shmuel Salang, comme le Rav Kook. Donc, dans le monde lituanien, il va y avoir une aliyah de très grands Talmidei Chachamim. Dans le monde chassidique, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, le monde chassidique, les maîtres de la chassidoute, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, restent en Pologne et en Russie. C'est pour ça que le monde chassidique a été décimé pendant la Shoah. Et pour être honnête avec vous, cet exposé, pour moi, est un exposé toujours très émouvant, parce que d'un côté, par ma mère, je suis un descendant direct du Gaon de Vilna, et de l'autre côté, mes 2 parents, mon père est né à Vizhnitz, et ma mère est née à Yaroslav, dans une famille de Chassidé belges. Donc, je peux vous dire que moi, ce conflit entre la chassidoute, quand j'ai commencé à rentrer là-dedans et à écrire là-dessus, c'est un conflit que j'ai dû mâcher et voir où est-ce que moi je me retrouve là-dedans. Mon concept, c'est qu'il faut aimer tout le monde, mais c'est vrai que c'est un conflit qu'il faut également examiner les causes et également apprendre. Il y a du vrai dans le conflit, il y a du vrai dans les 2 parties, mais d'un côté, il faut également savoir aborder des choses, à mon avis. Maintenant, dans le reste des pays, effectivement, le conflit entre la chassidoute n'est pas que en Lituanie. Comme on a vu, c'est arrivé à Prague. Il y a des endroits dans lesquels la chassidoute a eu du mal à rentrer.
Et quand elle est rentrée de façon très extrémiste. Par exemple, en Hongrie, par exemple, il va y avoir d'un côté, il n'y a pas des Lituaniens, mais il y aura des maîtres comme le Khatab Sofer et surtout son fils, le Khatab Sofer. Il va y avoir du chassidoute extrêmement extrémiste en Hongrie, Munkacs, Satmer, qui après va devenir antisioniste. C'est-à-dire, ces relations tendues entre le monde lituanien et le monde chassidique ont également des répercussions indirectes. Entre eux, par exemple, la relation avec Eretz Israël et la relation avec le sionisme. Derrière le sionisme, les grands maîtres, les grands rabbins du Mizrahi sionistes sont lituaniens. Le Rav Reines est lituanien. Le Chafetz Chaim n'est pas un sioniste, mais quelqu'un qui était pour, qui a poussé les gens à arriver en Eretz Israël. On n'a pas ce message chez les chassidim. Le monde chassidique, même avant la Seconde Guerre mondiale, est un monde qui reste assez dans ces milieux chassidiques. Le monde lituanien a une attitude beaucoup plus érudative. C'est parti des Chovetzion. Le monde lituanien a une attitude très active par rapport à Eretz Israël et par rapport au Yishuv, et même plus engagé même au début du sionisme que le monde chassidique. J'ai une autre question, s'il vous plaît, est-ce que ce conflit existe encore avec la même acuité aujourd'hui? Alors, bon, la vérité, oui et non. Ça veut dire non, non parce que un chassid peut aller vous avez des braques et à Modine, vous pouvez avoir dans le même immeuble un chassid et un lituanien, ils sortent sans pistolet, ils se tuent pas, donc c'est très bien. Donc il n'y a pas d'anathème. Par contre, il faut bien comprendre, je viens d'une famille encore une fois, d'origine, beaucoup de mes cousins sont des membres de la communauté lituanienne au plus haut niveau, ça devient une famille. Mes cousins sont des gens qui étudient à Poniewicz et qui sont mariés avec les enfants des Rashi Yeshivot de Poniewicz, une cousine qui est mariée avec le petit-fils de Rav Soloveitchik, etc. Dans ce genre de milieu, on ne se marie pas avec les chassidim. C'est pas parce que le chassid n'est pas bien, mais c'est des milieux qui gardent, dans les vrais milieux lituaniens, comme dans les milieux chassidiques, on garde ses origines, la notion de yirouf. De qui j'appartiens dans le milieu chassidique, je suis le Yuchas au Belchator, le milieu lituanien, je suis le Yuchas au Gon Levina, c'est des notions qui sont aujourd'hui encore très importantes. Ce n'est pas la même tension. Par contre, comme j'avais dit, entre certains rabbinim et surtout le rabbi Lubavitch est vu dans le monde lituanien comme étant vraiment le porteur du message de la chassidou dans notre génération. Un petit Chabel n'est pas dangereux. Par contre, les Lubavitch sont des gens dans les milieux lituaniens qui vraiment sont le symbole de la vraie chassidoute qui arrive, qui est proactive, qui amène un message de la chassidoute, qui imprime le Tanya dans le monde entier. Et contre le rabbi Lubavitch, encore une fois, des très grandes autorités lituaniennes étaient en opposition totale. Aux États-Unis, les élèves de Lakewood et les élèves Lubavitch ils ne se sont pas battus, mais il y avait un conflit grave entre le Rav Kotler et le Rabbi Lubavitch, et le Rav Shach était également un des très grands opposants du Rabbi Lubavitch quand il était Rosh Yeshiva à Poniewicz. Ce sont des conflits qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas le même anathème, ce n'est pas les mêmes choses, mais je vous dis, c'est un conflit qui est encore actuel. Est-ce que c'est vrai cette histoire qu'il a dit un jour, le Rav Shach, que les Lubavitch sont la J'avais une secte question la avant plus vous, monsieur. proche. Excusez-moi. Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais demander à monsieur Scheber. C'est pas grave. Je voulais vous demander comment peut-on dire que le Tanya est une forme de kabbale condensée, s'il vous plaît. Encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je dis uniquement la vision. Vous avez assisté à la première conférence? Vous avez écouté ma première conférence sur le Gaon de Vilna, Madame Suzy? Oui, Suzy, le micro. Suzy Batsheva, vous avez écouté ma première conférence sur le Gaon de Vilna? Oui, je vous ai écouté, oui. Voilà, alors le Gaon de Vilna, pour le Gaon de Vilna, étudier la Torah, c'est étudier toute la Torah. La Kabbale, quand on a étudié toute la Bible, toute la Mishnah, tout le Talmud, Bavli, Yerushalmi, tout le Shulchan Aruch, on rentre dans le monde de la Kabbale. Donc, et le monde de la Kabbale, c'est d'abord tous les livres de l'origine de la Kabbale et tout le Zohar. Après, on commence à étudier le Hari. C'est la façon qu'a le Gaon de Vilna d'enseigner, et c'est comme ça qu'il a enseigné à ses élèves. Le Tanya est un livre qui a pour but d'amener les idées de base de la Kabbale au grand public. Encore une fois, donc, dans le monde chassidique, le Tanya est un livre extraordinaire, puisque
comme a dit un des maîtres de la Chassidoute, comment Rabbi Shneimon Zalman de Ladi a réussi à concentrer une si grande Torah dans un si petit livre. Mais pour le Gaon de Vilna et dans le monde lituanien, on ne concentre pas une grande Torah dans un petit livre. Cette notion très respectable dans le monde chassidique n'existe pas dans le monde lituanien. On étudie. Il n'y a pas un abrégé du Talmud, il n'y aura pas un abrégé de la Kabbale. Vous étudiez la Kabbale, il faut étudier toute la Kabbale. Ce sont deux notions. La démocratisation de la Kabbale dans le monde chassidique est vue dans certains milieux lituaniens, entre nous, je veux dire, pas que dans les milieux lituaniens, il y a certains milieux même dans les milieux sfarad kabbalistes, dans les élèves des Shivat Bethel, les élèves qui étaient des élèves du Rachash, etc. Pour eux, la Kabbalah, c'est effectivement, il faut étudier le Zohar, il faut étudier tous les livres, tous les écrits du Hari, il faut étudier l'Ephraïm avec les commentaires sur l'Ephraïm. Il y a une façon de s'approcher de la Kabbalah. La Chassidoute a fait des raccourcis. Pourtant, le même Rabbi Shneimon Zalman de Ladi a écrit également des livres énormes, comme Torah Or et des livres énormes sur la Kabbale. Mais le chassid lambda, quand il étudie le Tanya, il va pas, très peu ont accès à tous les livres qui ont été écrits par les maîtres de la Chassidoute en Kabbale. Il y a eu des commentaires. Rabbi Yitzhak de Komarno a écrit un commentaire exceptionnel sur le Zohar. Mais, encore une fois, pour diffuser la Chassidoute, il y a des livres qui sont des livres, comme l'écoutait Morin, des livres qui sont des livres Farakol, des petits livres qui contiennent beaucoup. Cette façon d'enseigner le judaïsme ne répond pas, en tout cas, aux normes que le Gaon de Vilna et que les autres maîtres lituaniens ont voulu inculquer au sein de la communauté. Il y a une question qui me turlupine beaucoup. Si vous pouvez me répondre à cette question, parce que ça fait longtemps que j'essaie de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il est vrai que le Rav Shach a dit concernant les Chassidim, parmi toutes les sectes qu'il y a au monde, celle qui est la plus proche du judaïsme sont les Chassidim? Alors, je n'ai pas et les Lubavitch, bien sûr. Alors, écoutez. C'est vrai? Écoutez, je ne l'ai pas entendu de Rav Shach, donc je ne peux pas savoir. Mais une chose que je vais vous raconter, une petite histoire. J'ai eu le mérite pendant quelques années d'étudier auprès de l'un de mes maîtres les plus importants, le Rav Benson Alav Shalom, Rosh Yeshiva de Porat Yosef. J'ai étudié 5 ans avec lui et il connaissait très bien le Chazon Ish. Il était très proche de Chazon Ish quand il était jeune. Et un jour, il nous a raconté, même dans un cours, il a dit il y a énormément de phrases comme ça, comme pour le Rav Shach, au nom du Chazon Ish. Qu'il a dit qu'il ne faut pas étudier les livres de prophètes juifs, de Rav Kook, etc. Il y a des centaines de fake news, de news autour du Chazon Ish. Le Rav Benson a dit, le Chazon Ish a écrit, il a parlé. Depuis qu'il a été enterré, il n'a jamais autant parlé. Donc, depuis que le Rav Shach est enterré, il y a énormément de choses qui sont dites au nom du Rav Shach, que de son vivant. Et j'ai des amis, j'ai des proches parents qui étaient très proches de Rav Shach. Jacques Cousin, malheureusement, il est décédé, qui était un des hommes les plus proches de Rav Shach. Ils m'ont jamais raconté, des gens qui n'étaient pas très pro-chassidiques, j'en avais demandé, ils m'ont jamais ramené ce genre de phrase de Rav Shach. Le Rav Shach était quelqu'un qui avait beaucoup de respect, qui avait beaucoup d'abat Israël, mais qui était lui-même également en opposition idéologique. Parce que c'est une phrase très, très corrosive. Encore une fois, le Rav Shach est enterré, et si le Rav Shach de son vivant, personne ne l'a enregistré, personne ne l'a entendu, personne ne l'a écrit, il y a dans le monde des yeshivot, dans tous les mondes malheureusement juifs, des milliers de phrases qui courent. Les fake news, comme ce type-là qui a tourné pour raconter qu'il est le fils du Gaon de Vilna, il y a partout. Il y a plein de fake news. On arrête avec les fake news. C'est marqué ou c'est pas marqué? Et quand je vous dis cette phrase de Rabbi Tzadok Shaul m'a influencé, il m'a dit, Emmanuel, depuis que le Chazon Ish a été enterré, il n'a jamais autant parlé. Docteur Schibert, une question intéressante que M. Fedida nous pose. Finalement, c'est une marloquette un petit peu intérieure au monde ashkénaze. Est-ce qu'à l'époque, je rajoute, elle a une répercussion sur le monde sfarad? Est-ce qu'encore aujourd'hui, cette marloquette de Chassidoute face aux Lituaniens a des répercussions dans le monde sfarad actuel? Alors, réponse, oui et non. Voilà. Alors, oui et non, j'explique pourquoi. J'explique pourquoi oui et non. Une partie du monde sfarad, et je dis malheureusement, moi, ashkenaz, qui passe Kouga, je suis allé étudier, j'ai étudié toute ma vie avec des maîtres ashkenaz et des très grands maîtres ashkenaz de toute obédience et également des maîtres sfarad. J'ai eu de problème
À Paris, je suis avec le Rav Banaoui, je suis monté en Israël, je suis avec le Rav Sabato, avec le Rav Betzalel Beshoul, qui était très proche de Rav Mordechai Eliaou, tout en étant très proche de Rav Fabstein, etc. Et en étant également très proche de l'ancien Rabbi de Vizhnitz, chez qui j'allais souvent, que mon père m'envoyait en mission chez lui. Donc, je n'ai pas de problème là-dedans de comprendre tout le monde. Bon, tout, il faut bien comprendre. Une partie du monde sfarad, du monde de la Torah sfarad, même également dans un certain nombre de gens qui ont fait tchouva, on rejoint le monde ashkenaz. C'est-à-dire il y a beaucoup de sfaradim qui étudient à Hebron, qui étudient à Ponievich, et on ne peut rien faire, et qui étudient. Prenons la création d'un parti politique comme Chasse. Le parti Chasse a été créé par le Rav Shach, dans un esprit de créer un parti politique orthodoxe sfarad, mais Chasse est un parti qui, en fin de compte, a été créé par un maître lituanien. Et il y a une certaine façon que Chasse a fait, qui est calqué un peu du modèle de Moïse de la Torah de Ashkenaz, Moïse Rachma Torah. Regardez, il y a un copier-coller qui fait que Chasse, qui à mon avis aurait pu peut-être prendre d'autres directions, encore une fois, c'est mon avis à moi. Je connaissais Chasse au début, je connaissais le Rav Peretz, le Rav Azran et le Rav Yaakov Yosef. Enfin, j'étais jeune, mais je les ai connus. Chasse a pris une autre direction, énormément influencée par leurs candidats, par leurs partenaires ashkenaz. Donc, il y a effectivement une telle marloquette a des conséquences également plus larges. Maintenant, le monde sfarad pur a été, je pense, cette partie n'est pas rentrée. Pourtant, il y a des endroits dans lesquels sont arrivés des shtichim de Chabad au Maroc, etc., dans lesquels, à ce moment-là, ont été créés des gens, des communautés Chabad qui, elles, prennent une rotation. Chabad a eu beaucoup d'influence dans certains milieux en Tunisie, en Maroc, en faisant un travail remarquable, mais en amenant également une idéologie ou une façon de voir chassidite Chabad. Donc, il y a également une sorte de pénétration de la chassidoute via Chabad dans des milieux sfarad qui également donc ont appris ce message, etc. Est-ce que cela arrive dans un conflit? Le monde sfarad, il est évident. Le monde sfarad a un grand avantage, c'est que dans le monde sfarad, d'abord, le respect du Talmid Chacham est total. Donc, ce qui s'est passé à Vilna, qu'arrivent des petits rigolos et qui méprisent le Talmid Chacham et qui vont créer une communauté, n'existe pas. Le monde sfarad est un monde qui a gardé dans toute les communautés sfarad l'esprit communautaire qu'il y avait à Vilna. C'est-à-dire dans une ville sfarad, au Maroc, il y a le rabbin de la ville, et le rabbin de la ville, c'est le rabbin de la ville, point à la ligne. On le respecte. Donc, on pourrait dire que le concept de la Kehila, ce qu'on appelle les takanot à Kehila, qui était tellement important dans le monde lituanien, ce concept est basé sur des principes du Moyen-Âge, ce qu'on appelle donc les décrets des communautés, et c'était les mêmes décrets qui étaient en Espagne et également en Allemagne. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les takanot à Kehila, vous regardez les shélot, les responsables du Rashba, ou les responsables du Marat de Rothenburg, les choses se reviennent. L'autorité de la communauté, on nomme le rabbin n'est pas un dictateur qui décide ce qu'il veut. Le rabbin est nommé par la communauté, il est au service de la communauté. Est-ce que le rabbin a le droit de faire une grève ou pas? C'est une question qui a été posée par des rabbins lituaniens. Dans le monde chassidique, je n'ai pas encore vu un rabbin qui va dire, un admo qui va dire est-ce que j'ai le droit de faire la grève? Il n'y a pas, il peut être destitué, mais on n'a pas. Donc, dans le monde chassidique, le rabbin, c'est comme un roi. Dans le monde lituanien, le rabbin et les Talmidei Chachamim ont une fonction communautaire. Dans des communautés comme la communauté d'Alep, Aram Souba, Haleb, regardez la communauté, elle est structurée, chaque rabbin il a un rôle, c'est celui qui a le droit de faire une décision, c'est des communautés qui sont basées et qui ressemblent aux communautés ashkenazes. Donc, de ce point de vue-là, le problème communautaire ne s'est pas tellement posé dans le monde sfarad parce que les communautés sfarad sont restées très fortes. Dans le monde ashkenaz, le monde chassidique a changé la définition de communauté. By the way, d'ailleurs, il faut dire que le Rabbi Lubavitch a toujours fait attention de dire à ses chassidim qu'il faut respecter le Marat d'Atra. Dans la notion de Lubavitch, il y a le rabbin de la ville et le décisionnaire pour la ville. Quelle que soit l'obédience du rabbin, et le Rabbi Lubavitch, dans énormément de ses lettres, a dit « va voir le rabbin de la ville ». Maintenant, encore une fois, si c'est une question privée, etc., personnel, on demande au rabbi. Mais au niveau de la halakha, le rabbi a voulu insister qu'il y a un respect de ce qu'on appelle le Marat d'Atra. Est-ce que cela se fait? Encore une fois, il faut séparer entre les maîtres. Il faut séparer entre les grands maîtres et également entre les disciples. Souvent, les disciples interprètent mal la marloquette au niveau des maîtres
et à ce moment-là, transposent ces débats dans des notions dans lesquelles ils ne comprennent pas pourquoi les maîtres font les marloquettes. Donc, c'est très important. Quand il y a des marloquettes, quand il y a des conflits entre des grandes autorités, bon, je parle pour moi, les petits doivent faire attention, se mettre de côté et essayer de comprendre. Si quelqu'un qui n'est pas au niveau commence à se mêler, quelqu'un comme le Gaon de Vilna a pris son élève Rabbi Sadia pour le présenter par rapport au Chassidoute. Il n'a pas pris ce qu'on appelle aujourd'hui un afka, il n'a pas pris un politicien, il a pris un Talmid Chacham. C'est-à-dire, entre Talmid Chachamim, il y a certaines normes qu'il faut respecter. Des fois, les petits, ou les Chassidim, ou des fois, ça peut être également l'élève de la Yeshiva à Ponevis, ne comprennent pas le message du maître, et là, ça commence à devenir très grave. Docteur Schibert, on finit rapidement avec deux questions. Alex qui nous dit comment on peut expliquer que les deux grands géants, donc le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, n'ont pas voulu se rencontrer. Première question. Et on a monsieur et madame Soufia qui nous posent la question, est-ce qu'un Chabad étudie le Gaon de Vilna? Est-ce que dans une Sifria, dans une bibliothèque Chabad, on va trouver un ou plusieurs écrits du Gaon de Vilna? Si vous pouvez répondre de façon succincte, s'il vous plaît. Alors, contrairement à mon habitude, je répondrai d'abord par la deuxième question. Je sais que ce n'est pas bien, je demande pardon, mais je commence par la deuxième question. Je vous ai montré la photo de la biographie du Gaon de Vilna qui sort de la bibliothèque Yitzhak Yosef Schneerson de Lubavitch à New York. Ça veut dire, effectivement, dans le monde Lubavitch, on étudie les écrits du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna est une autorité rabbinique, on ne peut pas ne pas l'étudier, point à la ligne. D'un autre côté, pour celui qui est habitué à lire le livre, un des plus grands livres de la halacha écrit ces derniers temps, c'est le Mishnah Brura du Chafetz Chaim, qui est un des grands maîtres lituaniens, Rabbi, le Chafetz Chaim, et le Rabbi Israël Meir de Régine. Rabbi Israël Meir de Régine ramène des centaines de fois dans la Mishnah Brura à Gaon Rabbeinu Zalman. Il ne dit pas à Balatania, il appelle à Gaon Rabbi Zalman. Le Balatania est reconnu dans le monde lituanien comme étant un grand Talmid Chacham, et son avis, qui est écrit dans ce qu'on appelle le Shulchan Aruch arabe, est mentionné des centaines de fois parmi les décisionnaires. Ce qui fait qu'il n'y a pas un anathème contre la Torah des grands rabbanim. Les responsables de Tzemar Tzedek figurent dans les bibliothèques des grands rabbanim. Le Avnei Nezer, écrit par Rabbi Avram de Sokhatchov, le père du fameux Shem Mishmuel, qui était un grand maître hassidique, le Rav de Sokhatchov, un Talmid Chacham Atzum. Les Chidushim du Sfat Emet sur le chasse figurent dans les Sifriot. Ce qui ne va pas figurer, c'est le Tanya, etc. Par contre, les écrits du Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna n'a pas un livre thématique qui peut mettre en danger la Chassidoute. Le Gaon de Vilna, c'est opposé à la Chassidoute. Mais les écrits du Gaon de Vilna, c'est la Torah. Il n'y a pas des écrits dans lesquels il va attaquer la Chassidoute. Est-ce qu'il y aura Nefesh HaChaim, le livre de Rabbi Chaim de Lodjin, qui vient défendre les Lituaniens contre la Chassidoute, dans lequel il dit que la Torah prime sur la prière, etc. Est-ce que ce livre-là sera étudié chez Lubavitch? J'ai des doutes. Mais par contre, le Gaon de Vilna, c'est la Torah pure. La première question, comment ces deux mêmes ne se sont pas rencontrés? Il faut bien comprendre. À l'époque, on ne se rencontre pas. Nous parlons au XVIIIe siècle. Le Gaon de Vilna, effectivement, quand il était jeune, a un peu tourné dans différentes villes. Il n'a pas couru pour voir les communautés chassidiques, il semble, mais il n'y a pas de rencontre entre les rabbanim. Il y a des rabbanim qui vivent à quelques centaines de kilomètres, qui ne vont jamais se rencontrer. Il n'y a pas de photo, on ne sait pas c'est qui le rabbin, on ne sait pas la tête qu'il a. Il y a des écrits qui se passent entre rabbanim. Il y a des gens qui sont spécialistes d'aller d'un endroit à l'autre. De la même façon qu'à l'époque du Talmud, nous avons des Amoraïm, des maîtres du Talmud, d'Eretz Israël qui ont l'habitude d'aller en Babylonie pour amener les paroles des maîtres, et d'autres qui arrivent. Le Talmud, en des milliers de fois dit Kiata. Quand tel Chacham est venu de Babylonie en Israël, ils ont amené des Skadirab, etc. Et une partie du Talmud est basée sur ces voyages que font des Chachamim. Mais souvent, le grand maître n'a pas bougé. Rabbi Yochanan n'a pas quitté Eretz Israël. Par contre, beaucoup de ses élèves vont apporter la parole en Babylonie. C'est la même chose. Les grands maîtres sont très occupés. Maximum, le Gaon de Vilna veut faire son aliyah. Mais on ne rend pas visite. Il y a beaucoup à faire. Rendre visite, c'est des mois, des semaines pour aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qui est allé voir le Baal Shem Tov?
des personnes qui voulaient comprendre c'est quoi la chassidoute, des rabbanim qui ont entendu parler du Baal Shem Tov et qui étaient intéressés à le tester des fois même, etc. Par contre, les grands rabbanim, des fois, ne se rencontrent pas du tout. La rencontre entre les grands rabbanim, ce qu'on appelle la noétzek de la Torah, cette knissia gdola, cette notion dans laquelle soudain on voit en Pologne des rabbanim, des hagav de tous les courants, chassidim, ashkenanim s'asseoir ensemble, va dater du XXe siècle. Les knissiotes agdolot, des grandes assemblées de la Goudat d'Israël, sont très tardives. À cette époque, on ne voyage pas beaucoup. Yofi. Merci beaucoup, Dr Chibert. Peut-être qu'on vous retrouvera pour d'autres conférences. Merci à vous tous et à bientôt. Donc demain, cours du Rav Ackerman sur Parashat Hashavua. Kol Tov, merci beaucoup. Toda, Yohan. Merci. Merci. Au revoir à tout le monde.